Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui, ça va, ça va. Quoi de neuf? Oh, Pas grand-chose. Non. On va combien d'années en arrière? On va 205 ans, on va s'intéresser 205 ans. 205 ans en arrière. On va s'intéresser à la bataille de Waterloo. Vous connaissez, non? Vous avez entendu parler de la bataille Ouais, de j'ai entendu Waterloo? parler, mais je connais pas bien Bon, les tenants et les aboutissants. Bon, alors la bataille de Waterloo, c'est la bataille qui va définitivement mettre fin au règne de Napoléon en Europe. Il faut se rappeler que Napoléon, qui est le fondateur du Premier Empire, avait d'abord été renversé une première fois, puis il avait été exilé sur l'île de Saint-Honoré, et puis, sur l'île d'Elbe, pardon. En Angleterre, non? Voilà, non loin de la Manche là-bas. Et puis, il s'est donc échappé de l'île d'Elbe et il est revenu en France le 21 mars 1815. Alors, dès qu'il revient en France, alors c'est vraiment la panique en Europe. Toutes les grandes puissances estiment que Napoléon donc est devenu, il le déclare, il est hors la loi parce qu'il avait signé un accord disant qu'il abandonnait évidemment le pouvoir. Et il allait s'exiler. Puis il a décidé de s'évader. Et donc, ses ennemis décident qu'il est hors la loi. Et ils le déclarent même perturbateur du repos du monde. Donc, ils vont donc décider de déclarer la guerre donc, contre la France et en finir avec lui en quelque sorte. Alors, en face de Napoléon, il y a qui? Il y a d'abord les Autrichiens et les Russes qui ne veulent pas, qui sont les pires ennemis de Napoléon. Mais les Autrichiens et les Russes ont fait une alliance avec les Prusses, les Allemands actuels. Et donc, dans un premier temps, Napoléon qui est revenu à Paris, donc qui a reconstitué rapidement une armée, et bien il a en face de lui les Autrichiens et les Russes. Alors ces derniers, eux, ils vont d'abord se positionner du côté de l'Alsace, tandis que d'autres, les Prussiens, vont eux passer par les Alpes. Et donc, en passant par les Alpes, ils vont attaquer la France à partir de, notamment, Nice et la Savoie. Et donc, Napoléon, face à cela, il doit absolument empêcher la jonction de ces deux groupes-là. Les Prusses d'un côté et les Autrichiens de l'autre. Les Autrichiens et les Anglais de l'autre. Et donc, pour cela, il est conscient que la seule façon de les empêcher de faire cette jonction-là, c'est de les attaquer. Et de les attaquer où? Eh bien, certainement en Belgique, dans la région de Waterloo. Waterloo, qui est une région qui est située non loin de Bruxelles, au sud de Bruxelles. Et donc, il estime que c'est justement là qu'il faut d'abord attaquer les Anglais, parce qu'il y avait les Autrichiens, les Anglais, les Hollandais d'un côté, et puis il y avait les Prusses de l'autre. Et donc, il décide de les attaquer à Waterloo. Alors, donc, il arrive aux alentours du 13 ou le 14 juin 1815. Et puis là, quelque chose de totalement imprévu d'abord va se produire, c'est que dans un premier temps, il va y avoir dans la nuit du 16 au 17 juin, il va y avoir des pluies diluviennes. Et donc ces pluies diluviennes-là vont totalement tremper le terrain. Et donc Napoléon, lui, qui n'avait pas étudié la topographie du terrain, eh ben, lui ne va pas différer son attaque, il va décider de la maintenir parce qu'il doit absolument vaincre les Anglais et les Autrichiens qui sont en face de lui pour ensuite essayer de reconstituer les forces qui resteront là et ensuite attaquer les Prusses lorsqu'ils viendront peut-être dans 2 ou 3 jours plus tard. Malheureusement pour lui, lorsqu'il va décider de lancer l'assaut, eh ben, il va être la météo, enfin pas la météo, c'est-à-dire le terrain qui est totalement trempé, eh ben, va lui empêcher déjà de déployer ses canons et va l'empêcher de véritablement lancer ses fantassins au rythme qu'il aurait souhaité. Et donc les fantassins et les canons vont être pris dans le piège du terrain même de Waterloo, et donc les Français qui étaient placés derrière les collines vont en profiter. Une fois que Napoléon va être pris dans cette espèce de piège de la nature, eh ben, les Autrichiens et les Hollandais avec les Anglais, parce que toutes ces troupes étaient dirigées par le général Wellington, ils vont attaquer Napoléon et évidemment il va y avoir une bataille sanglante. Mais encore là, les forces sont plus ou moins égales. Malheureusement pour Napoléon, eh ben, en fin de journée, eh ben, les Prusses qu'il pensait qu'il devait arriver peut-être 2 ou 3 jours plus tard, arrivent sur place aux alentours de 15h, 16h heure locale, et donc donne l'assaut final sur le reste des troupes napoléoniennes qui restaient là. Et donc Napoléon sera vaincu, et donc c'est comme ça que cette fois-ci
il va déposer le pouvoir une bonne fois pour toutes. Et donc, c'est ainsi qu'il sera exilé à l'île de Sainte-Hélène. C'est une île qui est située dans l'Atlantique Sud. Et il mourra 6 ans plus tard, le 5 mai 1821. Alors, Napoléon, c'est un grand nom de l'histoire de la France. oui, c'est De la guerre aussi. C'est la guerre aussi, oui. C'est quelqu'un qui Il y avait... avait, en fait, de fois, on fait la confusion. C'est qui Napoléon Bonaparte? C'est le même Napoléon dont Il on y a parle là. Napoléon Bonaparte, c'est Napoléon Ier. D'accord. Maintenant, il y a lui, Napoléon Bonaparte, qui est Napoléon III. Bon, on dit Napoléon III parce que Napoléon II, le fils de Napoléon, n'avait régné qu'un jour après la mort, le premier exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Donc, il mourra malheureusement. Il aura régné seulement un jour. Et donc, le petit-neveu de Napoléon Bonaparte, donc le fils de son neveu, son petit-neveu, donc lui, Napoléon Bonaparte, lui sera celui qui va diriger le Second Empire. D'accord. Il sera d'abord élu président de la République avant de faire un coup d'État, et ensuite, j'en avais même parlé ici, ensuite de mettre en place le Second Empire, puis après, il sera lui aussi renversé, et puis il y aura de nouveau la proclamation de la République. Mais ce qui nous intéresse dans la bataille de Waterloo, ici, c'est pas la bataille en elle-même. C'est qu'il y a un professeur de l'Imperial College de Londres qui a sorti un article assez intéressant le 22 août dernier. Il explique que, et d'abord, il faut bien comprendre aussi que la bataille de Waterloo, c'est une bataille qui a changé l'image du monde. Parce que si vous imaginez que Napoléon aurait remporté la victoire, ce serait la France qui allait redevenir la première puissance mondiale, et cela aurait façonner pour toujours même l'image de l'Europe. Peut-être que l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait plus existé. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et notamment, Victor Hugo dans Les Misérables, il dit cette phrase terrible-là. Il dit que s'il n'y avait pas eu la pluie du 17 juin 1815, le monde aurait eu un autre visage. Donc, c'est pour dire véritablement la place historique que cette défaite napoléonienne a eu dans, si tu veux, l'histoire du monde. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a le professeur Matthew James, qui est professeur à l'Imperial College de Londres, qui a publié un article dans Geology, qui est une revue scientifique qui est dédiée aux sciences de la Terre, donc à la géologie. Et puis lui, il explique que la défaite de Napoléon est due, ça on le sait, parce qu'il y avait cette pluie. Cette pluie-là est venue considérablement modifier le terrain, et Napoléon, qui avait commis la première erreur, c'était de ne pas avoir étudié au préalable le terrain sur lequel il devait faire le combat. Donc savoir que s'il y avait des pluies, c'est un terrain qui devait énormément se gorger d'eau, et donc il n'aurait pas pu déployer ses canons et lancer ses attaques et déployer ses fantassins comme il aurait dû le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a dans sa stratégie voulu absolument passer par cette zone-là qui était des zones fermières. Et donc, malgré si tu veux, les réticences de certains de ces généraux de lui demander de ne pas passer par là et de trouver une espèce de voie de contournement, mais lui qui est pris par le temps et qui veut absolument vaincre les Anglais, les Hollandais, les Autrichiens avant l'arrivée des Prussiens, on décide d'y aller tout droit et de foncer droit sur eux, et puis évidemment cela va lui coûter cher. Et donc le professeur Matthew James explique que la pluie, il s'intéresse à la pluie du 16 juin 1815. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 10 jours auparavant, donc le 5 juin 1815, à 12 000 km de là, en Indonésie, sur l'île de Sumbawa, il y a un mont qu'on appelle le mont Tambora. Le 5 juillet 1815, le mont Tambora va rentrer en éruption. C'est ce qu'on appelle une super éruption. Près de 15 milliards de mètres cubes de cendres vont être balancés comme ça dans l'atmosphère. Et ces cendres-là vont balancer avec une puissance telle que ce nuage de cendres-là va être propulsé jusqu'à environ 30 km d'altitude. 30 km d'altitude, c'est ce qu'on appelle la basse atmosphère ou la ionosphère. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces nuages de cendres-là sont chargés électriquement, et donc elles sont chargées d'ions négatifs. Et donc en montant dans la ionosphère, elles vont perturber, si tu veux, le cycle de formation de nuages, parce que c'est dans la ionosphère que se forment les nuages. Et donc ces nuages-là vont être des nuages en très grande quantité vont être formés, et ce sont ces nuages-là en très grande quantité qui seront poussés par les vents du Pacifique qui viennent du sud et qui vont se retrouver
le 16 juin 1815 sur la région de Waterloo et qui vont déverser les pluies diluviennes. Mais cette pluie-là, il paraît, selon les historiens, ces pluies diluviennes ont été tellement puissantes qu'elles ont même perturbé le cycle, si tu veux, saisonnier de l'année suivante, puisque l'année 1816 est qualifiée par les historiens de l'année sans été. C'est-à-dire que le ciel était tellement gris pendant toute l'année 1816 qu'on avait même l'impression que le ciel était tombé sur la tête des gens. Et ça, ces perturbations-là vont même aller plus loin, puisqu'aux États-Unis aussi, les pluies diluviennes que l'on va avoir en Europe auront également lieu au Canada et aux États-Unis, notamment dans la zone de la côte ouest. Et il paraîtrait que ces pluies-là vont causer tellement de dégâts dans les fermes agricoles que les fermiers frappés par la famine et pour éviter de mourir vont donc décider de quitter les côtes et vont s'enfoncer plus à l'intérieur vers les terres fertiles du Middle West. Donc c'est ce qui aurait expliqué la première vague de migration à partir de 1817-1818 des premiers colons américains des côtes vers le Middle West, donc entrer plus en profondeur à l'intérieur des terres du continent américain. Donc c'est dire combien de fois une éruption volcanique qui s'est produite à 12 000 km d'un endroit a totalement façonné l'histoire de l'autre côté du monde. Et donc, ce scientifique-là en veut pour preuve. Il s'est, pour faire sa démonstration, il s'est également intéressé à une autre éruption volcanique, c'est celle du mont Krakatoa. C'était en 1885. Alors, il avait fait la démonstration que l'éruption du Krakatoa avait également produit exactement le même phénomène, c'est-à-dire des phénomènes de bouleversement climatique. Ça change d'abord la météo, puis ça change le climat, et tout ça va avoir des incidences évidemment sur les vies humaines. Mais ce que l'histoire aussi malheureusement n'a pas suffisamment mis en avant, c'est les pertes humaines terribles qu'il y a eu, notamment dans l'île de Sumbawa, parce que les historiens estiment que l'éruption du 5 juin 1815 aurait fait au bas mot 65 000 victimes sur cette île-là. Et donc également l'éruption du mont Krakatoa, on estime à peu près 70 000 personnes qui auraient été tuées à la suite de la projection de ces laves-là, parce qu'il faut savoir que ce sont des laves liquides, c'est de la roche liquide, et donc ces laves-là vont évidemment, du fait de la gravité, vont détruire, vont dévaler comme ça là, sur les zones habitées, sur les zones qui sont occupées par les hommes, et va détruire tout sur son passage. Donc l'éruption du mont Tambora, du mont Tambora et l'éruption du Krakatoa sont parmi les destructions les plus destructrices. Il ne faut pas aussi oublier que l'histoire, on sait par exemple que en Grèce aussi, il y a eu aussi des éruptions terribles qui avaient détruit par exemple Rome ou des villes comme Pompéi. Donc là, on se rend compte qu'aujourd'hui, Napoléon aurait perdu cette bataille de Waterloo là, non seulement parce que il a fait des erreurs stratégiques, militaires, ça c'est indéniable, mais aussi malheureusement pour lui, la météo n'a pas joué en sa faveur. Et c'est pour montrer qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait la guerre, la donnée climatique, les critères liés à la météo et au climat sont extrêmement importants avant de lancer pour mettre en place une stratégie militaire ou pour lancer un conflit. Et oui, Gina. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bonjour tout le monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une guerre, pas une guerre, mais il y a une course en fait à l'espace, parce que tous les pays, au-delà d'avoir une force militaire puissante, tous les pays ont envie de maîtriser aussi ou d'avoir un accès aux satellites, parce que du coup ça leur donne un avantage sur les autres, vu qu'ils ont la possibilité de voir en fait beaucoup plus largement l'environnement dans lequel ils comptent se déployer. Et Jean-Paul, pourquoi on attribue la victoire de cette guerre, de cette bataille aux Anglais? Pourquoi on dit les Anglais avaient terrassé Napoléon alors qu'il y a eu l'appui de la Prusse, de l'Autriche et bien sûr de la Hollande? Parce que déjà l'armée la plus puissante en face de Napoléon, c'était l'armée anglaise. Et si tu veux, le général qui a commandé au sol toutes ces troupes-là, c'était un général anglais. Donc, c'est vrai que les Anglais ne se sont pas battus seuls face aux Français, mais comme ils constituaient le plus fort contingent, et c'est eux qui avaient le commandement opérationnel sur le terrain, c'est un peu un abus de langage de leur attribuer l'entièreté du mérite de la victoire de Waterloo. Donc, d'après le scientifique dont tu parlais Matthew Genge, il dit que c'est la météo, c'est-à-dire la pluie, qui a vraiment modifié le terrain. Pourquoi la pluie revient dans les défaites de la France? De 1337 à 1453, il y a la guerre des 100 ans. Oui. Et quand tu regardes le film The King, qui retrace l'histoire de la météo, le sol,
Oui, avait favorisé la victoire des Anglais. exactement. Parce que le sol était mouillé, il était boueux, et les Anglais avaient les Français avaient des armures très lourdes. Terme, voilà. Et donc, ils avaient eu de mal à se Il déplacer. rentrait en fait dans la boue quand il marchait. Il glissait dans la boue. Oui, oui. Pourquoi la météo revient dans la défaite des Français? Ils ont un problème avec la Bon, météo. et puis, jusqu'à Et pourtant, ils passé avaient très les récent, trucs, ils avaient les prévision, jusqu'à un passé très récent, la prévision météorologique, c'était pas quelque chose qu'on pouvait réaliser facilement. Aujourd'hui, on a des super calculateurs, on a des ordinateurs qui font des super calculs, des centaines de milliards de calculs par seconde. Et grâce à cela, on peut déterminer à l'avance le temps qu'il fera avec de très grandes probabilités de réussite. On ne dit pas toujours que la météo est exacte à 100%, non. Mais aujourd'hui, on a, grâce à la technologie, la capacité d'avoir de réaliser des calculs probabilistes qui vont vous donner des résultats qui sont très certains. Alors malheureusement à l'époque aussi, il faut aussi comprendre qu'à l'époque la météo n'était pas une donnée qui était prise en compte lorsque l'on mettait en place une stratégie militaire. Or là, il est dans ces deux histoires-là, il est clair que le tournant de la défaite a été également la situation météorologique. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la topographie du terrain, ils n'ont pas tenu compte de la météo et donc ça, évidemment, ça a été des données qui se sont avérées fatales pour les Français et donc qui a conduit à la défaite. Mais il faut bien comprendre, comme je le dis, la météo n'a été qu'un critère parmi d'autres, donc à savoir le fait qu'il n'a pas voulu différer l'attaque, il n'a pas voulu changer de stratégie parce que évidemment certains de ces généraux, lui, ne connaissaient pas bien le terrain et donc certains de ces généraux ont voulu lui ont suggéré de changer de stratégie. Ça, il n'a pas voulu le faire et donc ce sont ces successions d'erreurs-là avec l'aléa lié au climat qui a fait que malheureusement pour lui, la victoire qu'il espérait tant s'est transformée par une cuisante défaite. Merci Jean-Paul qui revenait donc ce matin sur la bataille de Waterloo, mais plutôt les effets climatiques. Oui, sur le fait que le climat, ait eu une incidence sur le déroulement de la guerre de la bataille de Waterloo. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve dans quelques minutes. Luda Fresh Morning.